Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdulillah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, je vais te parler de notre Ijara. En fait, pareil, franchement, subhanallah, ça fait un moment que j'ai envie de t'en parler, mais là, il s'est passé un truc que je me suis dit: «Allez, bismillah, je vais en parler». Et en fait, le truc, c'est tout bête, c'est juste que mon fils, subhanallah, le petit dernier qui a 1 an, il a peur de la sonnerie, en fait, et quand on sonne, vraiment, et il a peur, en fait, il panique, donc il est en mode, il commence à pleurer, puis il court un petit peu, il cherche quelqu'un, quoi, pour aller vers quelqu'un. Et du coup, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait repenser, subhanallah, à notre hijra en Égypte, à la première fois qu'on est partis en Égypte, et je me suis dit: «Allez, tu sais quoi? Je vais en parler». Parce qu'en fait, c'est vraiment le point de départ de, la mise en place de mon organisation, le point de départ de, la Muslim Organisation Academy, tout simplement. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai envie aussi par le fait de te raconter ça, c'est pas juste te raconter ça pour te raconter ça, mais c'est aussi de te motiver, de te dire que, bismillah, en fait, tu peux partir. Il y a pas besoin de se prendre la tête, il y a pas besoin d'attendre, il y a pas besoin de beaucoup de préparation et tout. Il y a des personnes qui se préparent, qui attendent des années et tout, qui partent et au final ça se passe pas bien, et au final il y a plein de choses qui font que, subhanallah, ils reviennent, rapidement, et il y a des personnes qui partent avec 3 fois rien, subhanallah, et au final, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite, et du coup, ils peuvent préserver leur hijra et tout. Donc vraiment déjà en plus voilà, il y a ce côté aussi un petit peu, motivationnel. On sort de Ramadan, je sais qu'il y en a plein qui sont en mode, un peu déçus de faire un Ramadan dans des pays de coufr, qui ont envie de pouvoir, vivre dans des pays musulmans et tout, et vraiment qu'Allah vous facilite de pouvoir partir, vivre dans des pays musulmans. Alors pour revenir à la première fois en fait qu'on est parti en Égypte, c'était en 2013, subhanallah. Donc après 1 an de mariage, et ma fille, elle avait, du coup, 19 mois, subhanallah. Donc oui, petite précision, je sais que j'en parle pas souvent, mais je suis divorcée, et donc ma première fille, c'est pas la fille, de mon mari. Et donc voilà, donc elle avait 19 mois. Nous, ça faisait 1 an qu'on était mariés, et en fait, franchement, j'ai poussé, mais j'ai poussé, à fond. Enfin, je voulais trop partir. C'était l'époque des forums, subhanallah. Je sais pas si tu as connu ça, mais c'était l'époque des forums. Je me souviens que je passais énormément de temps sur les forums. Alors, il y avait 2 catégories de forums sur lesquels je passais énormément de temps. Ma fille, elle avait même pas 2 ans, mais je savais pertinemment dès le départ que je voulais faire l'école à la maison. Donc, je me rappelle, il y avait des forums sur l'école à la maison. D'ailleurs, il y en avait un, c'est, la madrasa c'est Ummi ou un truc comme ça, mais vraiment je sais pas s'il existe toujours, mais il était vraiment trop bien ce forum, il y avait énormément de choses dessus. Donc il y avait vraiment tout ce qui était école à la maison et tout ce qui était hijra. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque vraiment, l'Égypte c'était très, enfin tout le monde parlait de l'Égypte, il y avait beaucoup, enfin, en fait je sais pas si vraiment tout le monde parlait de l'Égypte ou pas, mais des fois quand on est, enfin, c'est un peu le truc avec les réseaux sociaux, et quand on est, quand on pense à quelque chose, quand on a envie de quelque chose, on a l'impression de l'entendre de partout, de le voir de partout. Donc en tout cas, moi, c'est la sensation que j'avais. J'avais l'impression d'entendre parler de l'Égypte de partout. Je regardais des forums sur l'Égypte. À l'époque, les forums, c'était le truc du moment, donc c'était très, enfin, très animé. Il y avait beaucoup de choses sur les forums et tout. Beaucoup de retours d'expérience. Il y avait aussi les personnes qui étaient sur place, qui parlaient, qui organisaient, je me rappelle, subhanallah, voilà, des réunions, des ventes, comment ça s'appelle? Style brocante, enfin des trucs comme ça, quoi, plein, plein de trucs, qui parlaient des marquaises, qui parlaient des apprentissages, qui parlaient des hadana pour les enfants, des choses comme ça. Et donc du coup, j'étais, vraiment, vraiment avec le recul, hein, parce que maintenant, forcément tout ce que je vais te dire là, je te le partage avec le recul, mais vraiment je fantasmais et j'idéalisais la hijra, et donc j'idéalisais vraiment aussi, l'Égypte. Hem Pourtant, subhanallah, je me rappelle à cette époque, j'ai une amie à moi qui m'a dit, en plus, qui m'a dit: «N'idéalise pas la hijra, tu verras, il y a des gens qui sont partis, qui sont saoudia et tout, et qui, n'apprennent pas, n'évoluent pas dans leur dîn et tout, et il y a des personnes qui sont en France, et qui pourtant, évoluent dans leur dîn et tout, machallah, donc c'est pas que, il faut pas faire la hijra, c'est juste ne l'idéalise pas pour ne pas être déçu».
Mais je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Moi, j'étais en mode de ma vie, elle va changer de A à Z et vraiment, voilà, la hijra, ça va tout changer et en fait, oui et non, j'ai envie de te dire. Je regrette absolument pas. Vraiment, sache que même si, il y a des choses que je vais te partager qui peuvent paraître un petit peu négatives et tout, je regrette absolument pas d'être partie à ce moment-là, parce qu'alhamdoulilah, en fait, on a eu du coup l'opportunité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis d'avoir le temps, Heu, de construire en fait, de construire notre hijra, de se construire nous-mêmes, de construire notre couple, notre famille, de se construire mentalement et tout, biidhnillah pour aujourd'hui, alhamdoulilah, on a grandi, on a évolué et je vois plus du tout les choses de la même manière et forcément, ben, si j'aurais ce mindset de à l'époque quand je suis partie, j'aurais pas du tout vécu les choses de la même manière, mais j'ai eu besoin de toutes ces étapes, en fait, pour grandir et pour évoluer et pour être là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas, négatif et je regrette absolument pas. Mais c'est vrai qu'on est parti, j'ai énormément poussé comme je t'ai dit. Moi, j'ai un côté très, très, comment dire ça? Très aventurière, très imprudente même. Aventurière, c'est sympa de dire aventurière, mais en vrai de vrai, je suis très imprudente. Je suis vraiment, voilà, nous les femmes, on est très émotionnelles, alhamdoulilah que c'est pas nous qui prenons les décisions, mais voilà, du coup, c'est très émotionnel. Si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Je vais pas réfléchir à comment je vais le faire. Je vais pas réfléchir aux conséquences, à tout ce que ça implique et en fait, une fois que je suis dedans, ben, en fait, je vais m'en sortir et je vais me débrouiller, ben, pour faire. Et alhamdoulilah, mon mari, il est tout l'inverse, donc c'est pour ça que vraiment des fois dans les couples, hem et c'est pour ça que en fait, franchement, subhanallah, ça me fait penser à un autre truc hors sujet, mais je fais une petite parenthèse. C'est pour ça que quand je te parlais des profils de personnalité, tout ça et tout et les gens qui font tous ces tests et qui du coup veulent des personnes qui correspondent à leur profil de personnalité et tout, en vrai, ça a aucun sens parce qu'en vrai de vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la personne qu'il te faut pour grandir. Il te donne la personne qu'il te faut pour, en fait, équilibrer, ben, tes défauts, les choses sur lesquelles, tu as besoin d'évoluer et qui va venir, et vice versa, en fait, pour, la personne en face de toi. Donc en fait, c'est à la base, normalement, c'est pas une personne qui te ressemble, mais c'est la personne qu'il te faut pour te faire grandir. Donc moi, sur ce point-là, en tout cas, c'est tout l'inverse. Mon mari, il est super prudent, machallah, c'est genre, s'il aurait pu, partir d'abord lui tout seul pour voir où est-ce qu'on va s'installer, où est-ce qu'on va habiter, visiter des appartements, louer un appartement, le meubler, tout ça. Vraiment, enfin, choisir les écoles et tout, limite, il l'aurait fait. Mais voilà, j'ai énormément poussé et tout et alhamdoulilah, au bout d'un an, on est partis. On est partis, à l'époque, je sais pas si ça existe toujours encore une fois, on est partis avec, je sais pas si on peut dire ça une association, en tout cas voilà, enfin je sais pas ouais, on va dire une association. Enfin, en fait, c'est pas une association, c'était un business, hein, on a payé, mais en fait, c'est des personnes qui avaient fait un business, pour faciliter, en fait, pour aider les personnes qui voulaient faire la hijra, du coup, ben, en Égypte et qui étaient sur place et qui, du coup, ben, te permettaient de, venir te chercher à l'aéroport, te louer un appartement, te mettre, dans l'appartement, ben, ce que tu voulais, de disponible quand tu arrives. Désolée, petite interruption des enfants, je pense que tu commences à avoir l'habitude. Donc, ce que je te disais, donc voilà, donc, en fait, tu choisissais ce que tu voulais qu'ils mettent de disponible, dans l'appartement. Donc bien sûr, tu payais. Nous, on avait choisi d'avoir 2 matelas, 2 matelas, un frigo et le chauffe-eau. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Et du coup, voilà, alhamdoulilah, on est partis, on a débarqué, enfin, je te raconte même pas les détails de les bagages, tout ça. Enfin, franchement, je pense que je ferai d'autres épisodes, puis il y aura plusieurs séries sur la hijra parce que je peux pas tout raconter pour pas faire, trop long sur un épisode. Mais bref, il y a eu toute la phase, déménagement, bagages, tout ça et tout. C'était un truc de c'était une grosse étape aussi. Et donc voilà, on arrive, on débarque en Égypte et alhamdoulilah, ben, déjà première chose ouais et donc en fait pour revenir subhanallah sur, la sonnerie, pourquoi ça m'a fait penser à ça? C'est parce qu'en fait le soir même qu'on est arrivé. Du coup, ben, le frère, il fait visiter à mon mari et tout, enfin, il nous dépose à l'appartement et il fait visiter à mon mari, du coup, ben, le quartier. Il lui montre, ben, les écoles qui sont proches, là où c'est le souk, là où il faut acheter, telle ou telle chose, à proximité et tout. Donc moi, je suis toute seule avec ma fille, dans l'appartement.
Et subhanallah, en fait, là, je te le raconte en mode je sais ce qui s'est passé, mais sur le coup, je savais pas ce qui se passait et en fait, ça sonne à la porte et en fait, ça sonne, ça sonne, ça sonne, sauf qu'en fait, la sonnerie c'était un bruit d'oiseau, mais un bruit d'oiseau, bizarre, en fait et donc en fait, moi, je croyais qu'il y avait une bête dans l'appartement et donc je commence à flipper, à paniquer. Je me dis: «Mais c'est quoi ça?» J'arrivais pas à trouver d'où ça venait. Je regardais, je bougeais les matelas et tout. Je prends ma fille comme ça, je dis: «Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bruit trop bizarre et tout?» et donc en fait, j'avais trop peur. J'attendais que mon mari revienne et tout et en fait, je l'ai su, bah, en fait, plusieurs jours après que c'était la sonnerie. Donc en fait, sûrement que quelqu'un est venu, nous rendre visite, nous accueillir, je sais pas, subhanallah, mais j'ai jamais su c'était qui et juste en fait, j'ai pas ouvert la porte et je savais pas que c'était la sonnerie et en fait, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça parce que mon fils là, il a peur de la sonnerie donc du coup, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, après, alhamdoulilah, donc on s'installe avec le minimum et tout et en plus de ça, moi, j'étais vraiment partie avec un mindset de inconsciente, mais vraiment inconsciente et en mode je savais vraiment pas, ce que c'était. C'est-à-dire que j'étais partie en me disant, «C'est bon de toute façon», j'étais pas partie en me disant: «C'est bon, on met le frigo, on met le chauffe-eau, on a 2 matelas et on verra par la suite». Non, j'étais vraiment partie en me disant: «On va prendre une plaque avec nous et on n'aura pas besoin de gazinière, on va se débrouiller avec ça et j'ai pas besoin de machine à laver, je vais me débrouiller, je vais laver le linge à la main». Et en fait, du coup, je me suis pris une énorme claque. Parce qu'en fait, c'est comme un drogué, une personne qui fume, une personne qui a jamais essayé d'arrêter le sucre, peu importe, l'exemple que tu prends et qui te dit: «J'arrête quand je veux, j'en ai pas besoin, je suis pas dépendant». Et du coup, j'avais exactement le même truc avec la gazinière et surtout avec la machine à laver. C'est qu'en fait, je me rendais pas compte à quel point, en fait, on était dépendant, à quel point on en avait besoin et je croyais trop que j'allais m'en sortir en lavant le linge à la maison et en ayant juste, les petites plaques électriques là avec les deux trucs là pour chauffer et en fait, le nefs, il en a pris un coup, mais vraiment c'était super dur, subhanallah. Hem, En plus de ça, je suis partie avec un gilbeb. Pourtant, on était blindés, hein, niveau bagages et tout, franchement, j'étais pas du tout minimaliste à ce moment-là. Mais, je suis d'ailleurs, aujourd'hui, même en y réfléchissant, je me demande, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai pris avec moi pour avoir autant de bagages?» et au final, en vrai, je suis partie avec un gilbeb. Mais c'était vraiment en plus, je suis partie avec un gilbeb en mode, ouais, je me suis trop pris pour, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, un gilbeb, de toute façon là-bas, il fait chaud, je le lave, je le remets et tout». Sauf que, ben, après quand tu es débordée par le linge, quand tu essayes de prendre des cours, quand tu te retrouves seule, sans ta famille, tout ça et tout, à gérer, ton enfant, tes apprentissages, enfin, je veux dire, voilà, il y a personne qui est là, il y a personne qui t'aide, il y a personne qui peut te garder tes enfants et tout, même si j'avais pas forcément l'habitude qu'on me garde, mon enfant à ce moment-là, j'en avais qu'une. Mais, bon voilà, tu as quand même, toujours voilà la famille, tout ça, du soutien et tout et là, ben, tu te retrouves seule, heu et tu as vraiment ce truc en fait de tu te retrouves seule mais tu as aucune excuse. Parce que d'un côté, tu as pas ta famille pour t'aider, mais d'un autre côté, tu as plus les excuses de la famille de dire: «Oui, mais je dois rendre visite à un tel, je dois aider une telle, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois accueillir, des ma famille, voilà, quand c'est des invités ou quoi». Là, en fait, tu as 0 excuse. Tu as aussi 0 excuse sur le fait que, ben, en fait, tout est disponible au niveau apprentissage. Tu as des markaz, tu as des hadanah. Dans les markaz, en général, tu as des hadanah pour les femmes, c'est-à-dire qu'en fait, les markaz, c'est les écoles, les petites écoles, pour apprendre, l'arabe et tout. Et tu as les hadanah, c'est un peu ce qu'on dirait peut-être, les garderies, je pense, hem, pour les enfants qui sont petits et donc du coup, voilà, tu as aucune excuse. Enfin, toi, tu peux apprendre et genre dans la salle d'à côté, tu as une femme qui s'occupe de ton enfant et ils sont en train de jouer, tout ça, suivant l'âge qu'ils ont ou sinon ils peuvent être dans les apprentissages et tout mais bon, hadanah, c'est plus petit
Et donc en fait, tu as 0 excuse et même si tu veux pas payer, même si tu as pas les moyens de payer et que tu veux pas, sortir, aller dans un markez, tout ça et tout, comme je t'ai dit, je pense que je l'ai déjà dit dans un épisode, tu as vraiment accès à l'apprentissage de partout parce que vraiment ma baraque en Égypte, ils ont quand même un bon niveau en arabe, c'est connu pour l'arabe littéraire. En général, même dans, le tajwid, et là-bas, ils ont beaucoup, Qaïda Nourania comme nous en France, enfin, on étudie beaucoup ça. Après, il y en a un autre aussi, mais ça, c'était plus à la campagne, quand on est partis à la campagne. Bref, mais donc du coup, voilà, il y en a tu as beaucoup de voisines qui ont certainement une ijaza en Coran, tout ça. Donc en fait, même si tu veux pas aller dans un markaz et tout, juste dans ton immeuble, c'est sûr, obligé, tu as une voisine qui peut t'apprendre quelque chose, soit l'arabe, soit le tajwid, soit le Coran. Donc en fait, tu as 0 excuse. Tu as 0 excuse et c'est pour ça que je te dis, vraiment, ça a été une énorme claque, et ça a été mon point de départ par rapport à l'organisation parce qu'avant, en fait, je savais que j'étais pas organisée, je savais que j'étais toujours dans un speed et tout, mais j'avais plein d'excuses. Je pouvais me cacher derrière plein d'excuses et du coup, en fait, bah, je me remettais pas en question et je travaillais pas vraiment sur moi, sur qu'est-ce que je dois faire, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi j'arrive pas à avoir des habitudes, des routines, pourquoi je suis tout le temps en retard, pourquoi je suis tout le temps dans un speed et tout et là, en fait, ben, quand tu as 0 excuse, ben, tu es face à toi-même et en fait, ben, ouais, en fait, j'ai pas d'autre, façon de le dire que tu as 0 excuse. Donc c'est soit en fait, en vrai de vrai et aussi subhanallah, c'est pour ça que la Musulman Organisation existe aujourd'hui, c'est qu'en vrai de vrai, tu as 0 excuse, mais tu as un autre chemin. Tu as le chemin de la fuite qui s'offre à toi et hem et en fait, à ce moment-là, c'est soit tu te confrontes à toi-même et tu te remets en question et tu comprends que vraiment tu as un problème, tu as un blocage, peut-être que tu as un problème avec l'organisation, que justement peut-être que tu es trop perfectionniste, peut-être que tu te prends trop la tête sur certaines choses, peut-être que tu es binaire. Bref, la liste elle est longue et du coup, bah, ça fait mal au nefs, mais tu décides de prendre, cette direction et de faire ce travail. Soit tu décides de fuir et si tu décides de fuir, c'est une fuite infinie et en fin de compte, je pense qu'aujourd'hui la Muslim Organisation elle existe, c'est parce que, non seulement, ben, moi, l'organisation ça a été un sabab de mon évolution, mais parce que justement j'ai observé après que certaines femmes ont pris le choix en fait de la fuite et là du coup, moi en ayant fait ce travail et en ayant eu ce recul, je me suis dit: «Mais mince en fait, elle va fuir comme ça toute sa vie». Parce que je me suis dit: «Mais subhanallah, en fait, tu déménages, tu restes dans la même ville, mais tu déménages, parce que tu te dis que c'est le problème, c'est ton appart qui est trop petit, qui est trop sale, qui est trop ceci, qui est trop cela». Après tu te dis que tu habites pas dans le bon quartier, après tu te dis que tu habites pas dans le bon pays, après tu et cetera et cetera et cetera. Que tu as pas assez de finances, que tu as pas assez de ceci, que tu as pas assez de cela et en fait, tu te mets à fuir encore et encore et nous, je pense que là où vraiment, alhamdoulilah, ça a été un grand bien pour nous, enfin pour moi surtout et même si ça a été très dur, vraiment très dur à vivre sur le coup, c'est qu'en fait, on n'avait pas les moyens de déménager. Ça veut dire que j'ai eu cette envie de fuite moi aussi et comme je t'ai dit, c'était l'époque des forums donc en fait, il y avait, je commençais, avant j'étais en France et donc je planais sur les forums en mode, je vais aller en Égypte, peu importe où et ensuite j'étais en Égypte, mais je continuais à planer sur les forums en regardant, bah, les villas que les sœurs, elles mettaient en location, tout ça et bref, les annonces qu'il y avait, d'appartements, de villas et tout en location et en me disant que bah, voilà, nous là, parce qu'on avait, il était trop petit, il était trop sale, il était comme ceci, il était comme cela et que c'était ça le problème. Mais alhamdoulilah, on n'avait pas les moyens de déménager et donc en fait, c'était soit, ben, je faisais avec, soit, ben, soit on déménageait et dans ce cas-là, ben, ça avait aucun sens parce que, ben, on allait pas repartir, ben, très rapidement, soit on rentrait en fait, directement et donc ça a été très dur. Ça a été super dur franchement pendant 2 mois, enfin vraiment, ouais, je me rappelle que ça a dû vraiment les deux trois premiers mois, ça a été super dur. J'ai un peu cette notion du temps parce que, je sais qu'au bout de 2 mois et demi, quelque chose comme ça, il y a mes parents et ma sœur et tout qui sont venus nous rendre visite. Donc je sais que le avant qu'ils nous rendent visite, c'était vraiment super dur. Mais alhamdoulilah, vraiment ça m'a énormément,
énormément éduqué, énormément fait grandir. Après, on a eu des épreuves comme tout le monde, alhamdoulilah et c'est ça, en fait, c'est vraiment le mindset que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, Heu, quand tu pars, c'est faut t'attendre à être éprouvé et je pense que ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose que dont les personnes, j'ai l'impression, ils ont pas conscience. Ils pensent qu'ils vont partir et que ça va être que facile et encore une fois, c'est facile. Aujourd'hui, je te dis ça, mais comme je te le dis avec le recul des années qui ont passé, tout ça et tout, mais sur le coup, je pense que moi aussi, quand je suis partie, bien sûr que je pensais que ça allait être que facile. Mais bizarrement, même si je fantasmais et même si j'idéalisais la hijra, parce que moi, en fait, je l'idéalisais dans un sens, sororité, communauté. Je m'attendais vraiment à partir et vraiment, voilà, avoir un entourage, être qu'entourée de personnes dans le din, pouvoir vraiment, évoluer, tout ça et tout. Donc j'avais vraiment ce fantasme par rapport à ça. Mais j'avais quand même et je pense que sur ça, alhamdoulilah, mon mari, il m'a beaucoup, il m'avait beaucoup, préparée, je pense. C'est que, en fait, il m'a toujours dit: «On choisit un chemin qui va être difficile». Donc en fait, même si j'idéalisais, consciemment ou inconsciemment, je savais qu'on allait galérer et je pense que ça a été aussi quelque chose que, alhamdoulilah, ça m'a aidée parce que, ben, en fait, le fait d'avoir forcé, le fait d'avoir énormément forcé, le fait de savoir que de toute façon on allait galérer, même si c'était dur, je savais que je voulais pas rentrer. Je savais que je voulais pas repartir et en fait, c'est comme si je me disais un petit peu, «C'est toi qui l'as voulu», tu vois? Donc tu vas pas aller te plaindre maintenant. Et du coup, c'est peut-être que c'est dur, tu vois, de le dire comme ça et tout, d'entendre ça et tout, de se dire: «Ouais, mais non» et tout. Mais moi, en fait, je le vois comme quelque chose de positif parce que si j'aurais pas été dans ce mindset-là, j'aurais pu commencer à faire que de me plaindre à mon mari, le supplier de qu'on déménage et ceci et cela et tout. Mais le fait de me dire: «Eh mais tu l'as voulu, tu as forcé», tu vois? On aurait pu attendre des années, on aurait pu, économiser plus, enfin, je veux dire, voilà, enfin, à la base, c'était, ce que mon mari voulait et tout. Donc tu as forcé le truc, tu as forcé le truc. Et maintenant, fais en sorte que ça se passe bien, tu vois? Et même si c'est pas facile et tout, tu vas pas aller te plaindre et tout et tire-en un maximum de bénéfices et alhamdoulilah, je pense que c'est vraiment toutes ces petites choses-là accumulées qui ont fait que, ben, j'avais pas le choix d'être, confrontée, comme je t'ai dit, à moi-même, de me remettre en question et tout. Après alhamdoulilah, ce qui a été bien aussi, c'est que, ben, en fait, on a quand même fait des allers-retours. On a quand même fait des allers-retours, donc c'est pour ça que je te dis que je regrette pas dans le sens où on est parti dans une période où ça allait encore. C'était assez, «facile» entre guillemets de pouvoir faire des allers-retours, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué avec tous les contrôles. Enfin, même nous, après sur la fin, on a eu pas mal de contrôles, de difficultés et tout, mais alhamdoulilah. Alors qu'à ce moment-là, même si on n'était peut-être pas prêt psychologiquement, que financièrement c'était dur et tout, mais on a eu cette facilité de voilà, de pouvoir être dans un contexte où on pouvait se permettre de faire des allers-retours et tout et les allers-retours, ils étaient dus au fait que je pense qu'il y avait plein de choses sur lesquelles je m'étais préparée et que j'étais prête à assumer. Mais moi, il y avait une chose et là, vraiment, avec le recul, je m'en rends vraiment compte et je te dis vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se préparer et moi, ça a vraiment été ma grosse faiblesse. C'est que en fait, j'étais pas prête au niveau familial. Au niveau, familial, j'étais pas prête, en fait, à ne pas être présente, si les personnes enfin, s'il y avait des problèmes, si les personnes, ils avaient besoin de moi, voilà, s'il se passait quelque chose d'un petit peu, grave ou exceptionnel et tout, ben, en fait, j'étais pas prête à me dire: «Ben, en fait, tu fait la hijra, tu fait un choix, tu es loin maintenant et en fait, tu peux pas te permettre de prendre l'avion et de rentrer à chaque fois qu'il y a quelque chose» et moi, bah, j'ai mon père qui était très malade. Hem, j'ai eu ma sœur aussi, qui a eu son premier enfant et tout et donc à chaque fois, ça a été des choses où voilà, c'était vraiment très dur pour moi et du coup, ben, alhamdoulilah, j'ai mon mari qui a facilité et tout et il a accepté et on rentrait. Donc c'est pour ça surtout qu'on a fait les allers-retours. Honnêtement, financièrement, je pense que c'est plus le budget, avion qui a été le plus difficile qu'en fin de compte la vie là-bas. Parce que souvent on pose des questions sur la vie et tout. Qu'est-ce qu'il faut comme budget pour faire la hijra dans tel ou tel pays? Je trouve que c'est des questions en fait, c'est super compliqué d'y répondre parce que
Ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ta manière de vivre, ça dépend de combien vous êtes dans la famille et tout. Mais en soi, la vie, elle est vraiment pas chère en Égypte. Nous, déjà, quand on était là-bas, on était au Nouveau-Caire et ensuite on est parti plus à la campagne, donc c'était encore moins cher et après même quand on était à la campagne, la monnaie égyptienne, elle a encore chuté, donc ça revenait encore moins cher. Mais en fait, vraiment, c'est super compliqué de répondre à ça, même si aujourd'hui, par exemple déjà bon, maintenant ça fait longtemps qu'on n'est plus en Égypte, donc je sais pas, les prix ont certainement évolué et tout. Mais même là, par exemple, actuellement, on est en Tunisie, c'est super compliqué de pouvoir dire à quelqu'un: «Il te faut tel ou tel budget pour vivre et pour faire ta hijra», parce que ça dépend des besoins. Enfin moi, j'ai quand on était en Égypte, on a j'ai vu des personnes, on n'avait pas du tout la même vision de la hijra. À partir du moment où tu pars que tu veux partir dans un pays musulman, que tu veux apprendre et tout, et nous, on n'était pas en mode, on part en vacances, on va aller à la plage, on va aller faire du jet ski, on va aller faire ceci et cela. On était en mode, on va essayer d'être des étudiants, on va essayer de rester un maximum, on va essayer de trouver des solutions pour faire de l'argent, pour pouvoir, ben, rester parce qu'on savait très bien que des économies, ça resterait c'est pas éternel et donc, par exemple, voilà, on est resté mis bout à bout tout, on est resté quasiment 5 ans en Égypte. On n'a jamais été à la plage. On n'a jamais, quitté les endroits où on habitait. Donc au début, on était au Nouveau-Caire et puis après on était dans un petit village. Et en fait, on était juste là où on habitait, alhamdoulilah. On étudiait, on vivait et voilà donc et on essayait de vivre avec, hem, le minimum dans le sens où on se faisait plaisir, par rapport aux gens qui sont là-bas où les fruits, par exemple, c'est très cher. Nous, alhamdoulilah, on consomme beaucoup de fruits, donc on se faisait plaisir sur les fruits et tout. Les légumes, c'est vraiment pas cher et tout, mais après, on n'était pas en mode, on va manger dehors, chaque semaine, on n'était pas en mode on loue, je sais pas moi, des super villas, super belles, des villas avec piscine, des trucs comme ça, donc alors qu'il y a des personnes qui ils ont besoin de ça pour, pour se sentir bien et je pense qu'aussi ça a été un gros truc, de déception pour des personnes, en fait. Les personnes qui montent leur hijra comme ça, du coup, les personnes qui partent après, et qui n'ont pas ça, se disent: «Ouais, mais en fait, moi je pensais que j'allais partir, je pensais que j'allais faire du jet ski, je pensais que j'allais aller là-bas, là-bas, là-bas et en fait c'est dur. En fait, c'est j'ai pas l'appart, de rêve que je veux, j'ai pas l'organisation que je veux, j'ai pas, bref, j'évolue pas comme je veux et tout» et du coup, on se prend encore plus une grande claque. Mais bref, tout ça pour te dire que, financièrement, en fait, tu peux le faire. Tu peux vivre avec très peu importe où tu pars. De toute façon, en général, quand tu quittes l'Europe et tout, ce sera toujours moins cher. Mais après, c'est à toi, en fait, de faire en sorte de faire les causes, de préserver ta hijra et de vivre dans un premier temps, avec le minimum pour voir, bah, combien il te faut pour vivre, avec le minimum. C'est-à-dire tu achètes vraiment juste, l'essentiel, pour, l'aménagement de ta maison, tu après il y a un truc aussi, c'est vrai, au niveau aménagement de la maison, c'est que quand tu es dans un pays, la différence avec, par exemple, quand on part en Tunisie, en Algérie, au Maroc et tout, qu'on est, d'origine et tout, de ces pays et quand on part en Égypte ou dans d'autres pays, c'est que en fait, quand tu pars en Égypte, tu as ce truc de te dire: «C'est pas chez toi, tu sais pas si ton visa il va être renouvelé et en fait, tu peux partir à tout moment» et donc tu as vraiment ce mindset de pas vouloir en tout cas, je sais pas, en vrai, je sais pas si c'est tout le monde qui a ça, mais quand même, moi, j'ai eu ça et des personnes avec qui j'ai parlé, elles ont eu ça aussi. Tu as quand même ce truc de tu pas envie de t'installer, en fait. T'as pas envie de t'installer et donc t'as pas envie de dépenser de l'argent, de tes économies qui pourraient te permettre de rester quelques mois de plus pour acheter des meubles, pour acheter des choses que tu achèterais si tu sais que tu es chez toi, si tu sais que tu as pas besoin de visa, si tu sais que au pire des cas, même si toi tu pars, il y a ta famille et tout et que tu peux, laisser les affaires et tout. Donc ce qui est bien et moi, je regrette vraiment pas d'avoir fait les choses dans ce sens-là. Ce qui est bien, c'est que vraiment, partir dans un pays comme ça où, en fait, c'est vraiment pas chez toi et tu sais vraiment pas quand est-ce que tu peux partir, ça t'apprend justement vraiment à vivre comme une voyageuse. Ça te permet vraiment d'avoir ce mindset et ce détachement, de la dounia que je pense dans d'autres pays, comme je t'ai dit, plus accessibles, tout ça, au niveau des papiers, au niveau de la famille et tout, on n'a pas.
on n'a pas forcément. Donc hem Donc voilà, je pense pour la première partie, de la hijra, enfin ça fait déjà ouais, du coup, ça fait déjà 30 minutes donc voilà, en fait, un petit peu ce que tu peux en tirer, je pense, de ça. Moi, en tout cas, ce que j'en tire, c'est vraiment que l'organisation enfin que ouais, que le fait de ne plus te donner d'excuses, ça te confronte vraiment à toi-même et c'est comme ça que tu peux évoluer dans ton organisation, dans tes apprentissages et tout et aussi, hem, en fait quand tu as pas de distraction, quand tu as pas de famille autour de toi, quand tu as justement plus d'excuses, tout ça et tout, vraiment, tu apprends à prioriser et tu apprends à revenir vers l'essentiel. Et ça, je pense que c'est le point le plus important, qu'on travaille dans la Muslim Organisation Academy. C'est parce que justement, aujourd'hui, on travaille énormément sur, le superflu, sur beaucoup de choses qu'on veut faire, qu'on veut ajouter, mais il y a aucune fondation, il y a aucune base, il y a aucune compréhension de soi-même et du coup, on construit en fait des châteaux de sable. Tu vois? On construit des habitudes sur rien, donc les habitudes, elles s'effondrent. On essaye de construire un business sur rien, donc le business, soit il fonctionne pas du tout, soit il marche un petit peu, il vacille et puis il s'effondre. La relation avec les enfants, c'est pareil, un coup, on est super présente, on est là, on joue avec eux, on va faire plein de trucs. Un coup, on est totalement absente, on est tout le temps derrière son ordi ou voilà. Enfin, c'est un petit peu tout dans tous les domaines de vie, alors que vraiment, là, je trouve que ne plus avoir d'excuses, être confronté à toi et tout, ça te permet de te poser et de te dire: «OK, en fait, c'est quoi vraiment la priorité de si je fais ça?» Et si j'arrive à maintenir ça dans ma vie, mon organisation, en fait, elle va commencer à pouvoir se construire, elle va commencer à pouvoir se mettre en place, mes apprentissages, mon business par la suite et tout, ça va pouvoir se construire autour de cet essentiel. Et ça, il y a pas de secret, il y a pas de chacun, son truc essentiel. En vrai de vrai, la base de base, c'est de revenir, au dîn, de revenir à ses apprentissages, de revenir à, faire ses prières à l'heure, à apprendre sa religion et à la transmettre à tes enfants. Les points de frustration de toute façon de toutes les élèves qui rejoignent la Muslim Organisation Academy, c'est ça, c'est le fait de se dire: «J'apprends pas et même si j'apprends, j'arrive pas à transmettre à mes enfants». Parce que en vrai, c'est notre responsabilité d'apprendre et de transmettre à nos enfants. Comme je te l'ai déjà dit, je pense, même si tes enfants, tu les mets et tu leur payes des cours et tout, c'est toi l'exemple qu'ils voient le plus, c'est toi qui as le plus de conversations avec eux et en vrai, c'est toi qui as le plus d'impact sur leurs apprentissages, sur leur éducation, sur la manière dont ils vont voir les choses, sur leurs valeurs et tout. Donc, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est l'essentiel. Et tant que tu as pas organisé ça dans ta vie et que c'est vraiment, comment dire ça? Ouais, que c'est vraiment stable, que c'est vraiment ancré, que c'est bon, tu vois? Ça fait partie des non négociables de ta journée. Tu sais quand tu le fais, tu sais comment tu le fais et tout. Après, tu construis petit à petit et après, du coup, tu commences à construire quelque chose de durable, bi'idhnillah et tu arrêtes de construire des châteaux de cartes. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah, je pense que je ferai une partie 2, peut-être même une partie 3 sur la hijra avec, mon accouchement, à domicile en Égypte et tout, pourquoi pas en parler parce que, ben, je pense que peut-être que ça peut inspirer et ça peut se dire que, ben, ouais, en fait, tu peux vivre des trucs, dont tu ne pensais pas être capable, que tu imaginais même pas et que en vrai, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas voir que Allah, il va te faciliter. Oui, il y a v aussi peut-être on parlera du côté, argent, quand tu pars avec des économies, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, nous, on a fait des pizzas, j'ai fait des crêpes, on a fait plein de trucs et tout, en Égypte, avant de vraiment de se lancer dans le business en ligne et tout. Mais bref, c'est pour te dire, des solutions, il y en a plein et en vrai, ça fait partie de comme je te disais hier, ça fait partie des choses sur lesquelles, en vrai de vrai, arrête d'essayer de contrôler ces choses-là. Contrôle plutôt les causes que toi tu fais. Prends les décisions, fais salat istikhara, prends la décision de partir et tout, bien sûr, avec le consentement de ton mari, tout ça, fais les choses bien. Mais bismillah, tu vas pas et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter, il va t'ouvrir des portes et même si c'est difficile, c'est vraiment ça aussi le message que je veux te faire passer, c'est que en fait, des fois, c'est pas parce que c'est difficile que ça veut dire qu'Allah il te facilite pas et que c'est pas la bonne direction et cetera et cetera. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éduque.
Et tu vois, encore une fois, je fais le lien avec le business parce que, ben, voilà, comme je t'ai dit, j'accompagne des mamans musulmanes entrepreneurs, donc il y a vraiment cette partie business. Mais c'est que vraiment, des fois, on a l'impression qu'on réussit pas tout de suite dans le business. C'est parce que, ouais, c'est pas fait pour nous ou, c'est pas facilité, c'est pas la bonne chose à faire, donc on va être attiré par un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, une nouvelle formation et cetera et cetera. Alors qu'en fait, non. Peut-être que c'est juste Allah, il est en train de t'éduquer pour que tu puisses être la personne qui va avoir la réussite qu'elle mérite, tu vois? Mais tu dois être cette personne qui a les épaules pour réussir et pour maintenir un business qui fonctionne, tu vois? Donc il faut savourer, je sais ça fait très cliché de dire ça, mais il faut apprendre à savourer le chemin et là où les choses qui peuvent t'aider et l'habitude que tu peux avoir, c'est de revenir en fait sur des épreuves qui ont été très dures sur le moment, où vraiment tu t'es dit: «Je vais pas m'en sortir, j'ai envie de je vais, ouais, je vais pas m'en sortir, je vais je vais mourir, je sais pas comment dire ça». Mais bref, vraiment cette sensation où tu as l'impression que tu es à bout de souffle, que vraiment c'est pas possible. Tu as l'impression que ton monde, que tout s'effondre, autour de toi et tu te dis: «Mais comment je vais m'en sortir?» Et des années après, des mois après ou des années après, des fois tu te dis: «Mais subhanallah», tu vois? Ça a été dur, tu vois? Tu as encore la le truc de te dire: «C'était dur», mais tu te dis: «Alhamdoulilah, cette épreuve, comment elle m'a fait grandir et elle m'a fait prendre des décisions, des meilleures décisions et tout» et en fin de compte, je regrette pas du tout les décisions que j'ai prises. Mais sur le coup, c'était super dur. Ben, quand on te dit: «Apprécie le chemin» et que toi, tu es en mode, «Ouais, ouais, c'est sympa de dire ça, mais le chemin, il est pas super agréable», et ben, essaye de repenser à ces épreuves-là et de te dire: «Ouais, bah, en fait, peut-être qu'en ce moment, je suis en train de vivre des choses qui sont pas agréables. Le chemin, il est pas super agréable. J'ai pas la réussite que je voudrais avoir, j'ai pas les résultats que je voudrais avoir. Mais en vrai de vrai, je suis en train de me forger. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de m'éduquer pour devenir cette personne qui va avoir la réussite, qu'elle mérite d'avoir bi'idhnillah». Bref, je m'arrête là pour pas faire trop long. J'espère que cet épisode, te sera bénéfique bi'idhnillah, que ça va te motiver, que ça va te donner envie de faire la hijra et encore une fois, si tu veux t'inscrire à la Muslim Organisation Academy, c'est le moment, hein. Si tu veux être au top, au mois de septembre, bi'idhnillah, c'est le moment de t'inscrire. Je mets le lien dans la description, et puis, encore une fois, si tu as pas le lien de réservation pour l'appel, ben, postule, dans la liste d'attente, et puis voilà et puis je te dis, ben, au prochain épisode, inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.